Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Tout de suite, le sommaire. L'axe Dakar-Windhoek renforcé, les deux chefs d'État au-delà de la politique ont décidé de coopérer dans le domaine économique. L'agriculture, le tourisme, la pêche, l'environnement et le transport sont ciblés. L'autorité de régulation des marchés publics sort son rapport d'audit 2011. Le document de l'ARMP dénonce entre autres points les contrats par entente publique non autorisés. Nous parlerons dans cette édition de Dara. Pendant les vacances, les écoles coraniques sont prises d'assaut par tous les tout-petits. Nous aurons également à la Gueule Tapée face Médina. C'est pour nous intéresser aux vidanges d'eau usée en période d'hivernage. Parlons d'abord de la visite du chef de l'État en Namibie. Le Sénégal et la Namibie, justement, ont décidé d'aller au-delà de la coopération politique avec les accords signés entre les deux chefs d'État. Donc, ils ont réaffirmé leur engagement à orienter les relations bilatérales vers des actions concrètes dans le domaine économique. Les secteurs stratégiques ont été ciblés. Il s'agit de l'agriculture, du tourisme, de la pêche, de l'environnement et des transports. Pape Biram Biguendiaï. En conviant son hôte à un banquet officiel, le président Pouamba réaffirme son engagement à faire du Sénégal un partenaire de premier rang, en prime à une amitié historique. Marque de reconnaissance, signe de fidélité et nouvelle orientation diplomatique pour mettre en place un lien solide entre la Namibie et le Sénégal. Les relations entre le Sénégal et la Namibie ne seront pas seulement confinées à la dimension politique. Nous allons élargir notre coopération avec le Sénégal pour qu'ensemble, nous puissions développer nos deux pays. La Namibie et le Sénégal décident à travers le commerce intra-africain de développer leur coopération dans le secteur agricole. Avec la science et la technologie namibienne, notre pays reste ouvert à des échanges d'expériences. Et dans le secteur minier, qui reste la force de la Namibie, l'industrialisation des matières premières va favoriser la création d'emplois au Sénégal, en prime à une coopération économique redynamisée. La Namibie et le Sénégal s'unissent donc pour un développement bénéfique aux deux peuples. Mon gouvernement travaillera avec le vôtre pour mettre en œuvre les accords que nous avons déjà signés. Il s'agit entre autres domaines du tourisme, de l'environnement, de la santé, de l'agriculture et des transports, pour ne citer que cela. Ayant tous les deux une façade maritime sur l'Atlantique, la Namibie et le Sénégal pourraient collaborer dans le secteur portuaire et dans le secteur du fret maritime. Monsieur le Président, avec la signature du mémorandum d'entente pour des consultations diplomatiques, nous disposons désormais du cadre politique nécessaire pour traduire en actes nos aspirations communes. Aujourd'hui, le Sénégal est fier d'avoir participé à la libération du peuple namibien. Avec la mise en place d'une commission mixte pour le suivi des accords de partenariat, le Sénégal se met dans l'optique de développer des opportunités d'affaires avec la Namibie. Il faut doter l'ISRA de moyens et de ressources financières conséquentes pour encore booster la recherche. C'est ce qui est ressorti de la visite des députés de la Commission développement rural et aménagement du territoire à l'Institut de recherche agricole. Ils comptent faire le plaidoyer pour mettre l'ISRA aux normes. Cher Bombagay. C'est une visite au pas de charge effectuée par les députés membres de la Commission du développement et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale. Après une brève présentation de l'ISRA par son directeur général Macoumba Diouf, cap sur les différents services. D'abord au laboratoire de recherche sur les productions végétales dirigé par le docteur Yassine Badiandour, où l'on a montré la conservation in vitro des plantes.
L'unité de production des vaccins et le laboratoire de l'élevage et des recherches vétérinaires n'ont pas été aussi en reste, mais malgré ces résultats probants, l'ISRA travaille dans des conditions difficiles avec des locaux vétustes. On a davantage de moyens, essentiellement au niveau de l'environnement de recherche, les laboratoires, qu'ils soient équipés, parce que c'est des équipements assez coûteux. Et quoi d'autre? Essentiellement le financement des recherches prioritaires, c'est-à-dire les programmes prioritaires que l'État définit, qu'on donne à l'ISRA les moyens de les exécuter. Mais également la logistique, c'est-à-dire les centres sont pour l'essentiel fermés. Ça c'est au CDH, c'est juste une illustration parce qu'il ne peut pas voir nos 45 sites. En plus de cela, il s'y ajoute que l'ISRA a perdu presque tout son foncier. Sur 42 hectares, il n'en reste plus qu'un seul. Tout a été donné au privé. On est en train de nous dessaisir et on ne peut rien. On se réveille, on rencontre quelqu'un qui a un bail ou des baux et qui veut prendre possession. Et nous, on ne nous a pas dessaisi de notre mission de recherche. Ils se sont engagés à porter le combat pour qu'on nous aide à récupérer au moins les sites qui ne sont pas encore occupés. Le directeur général et son équipe peuvent compter désormais sur ces députés de l'Assemblée nationale qui se disent déterminés à soutenir l'Institut. Au niveau du centre horticole, mais c'est la catastrophe. C'est la catastrophe avec ce problème de foncier que nous venons de vivre. Sur 42 hectares, il n'en reste qu'un seul hectare. Tout a été bradé par l'ancien régime qui était là, qui ont donné ces terres à des particuliers, à des entreprises, qu'ils sachent qu'ils ont trouvé un partenaire privilégié, qui est la Commission, qui est l'Assemblée nationale, et nous allons les accompagner, les assister, pour que le gouvernement, dans ses choix, puisse mettre à la disposition de cet institut les moyens nécessaires pour que l'agriculture soit au rendez-vous. Ce fut donc une visite riche, pleine d'enseignements pour les députés membres de la Commission du développement et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale. L'ISRA, ce n'est pas seulement des vaccins et des semences, il va bien au-delà, puisqu'il est le fer de lance du développement de l'agriculture au Sénégal. Démarrage hier de la campagne de lutte anti-vectorielle, une initiative du Service national d'hygiène. L'objectif, réduire la densité de la population vectorielle logée dans les eaux stagnantes en période d'hivernage. Le but recherché, assurer la santé des citoyens. Et c'est le quartier des Maristes qui a accueilli en premier les agents du service d'hygiène Panambo. Les Maristes, un quartier humide, marécageux avec des eaux stagnantes, propice au développement des larves de moustiques. Ce qui a été déterminant dans le choix du service national d'hygiène pour lancer la campagne de lutte antivectorielle. Parce qu'ici, au niveau d'Anne-Marie, je peux dire que c'est la capitale des moustiques. C'est la capitale des moustiques du département de Dakar. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé à organiser cette surlancement dans cette zone, pour que les populations soient conscientisées sur l'importance de la réduction des sources. Parce que vous avez un rôle communautaire à jouer dans la prévention de ces pandémies. C'est-à-dire, il faut éliminer les gîtes larvaires. Il faut éliminer les plantes à larves, les plantes à feuilles enganantes, capables d'accueillir des eaux de pluie et entraîner un développement larvaire. Une initiative saluée par la commune d'arrondissement de Hann-Bel-Air qui souhaite plus d'harmonisation dans les actions de lutte au niveau des autres communes voisines pour plus d'efficacité. Nous saluons encore cette initiative prise pour cette cérémonie de lancement, mais je voudrais évoquer le cas spécifique de Hann-Bel-Air, plus particulièrement des Maristes. Vous allez constater l'efficacité du traitement que nous allons faire aujourd'hui pendant une semaine. Mais au bout d'une semaine, vous allez voir que les moustiques vont revenir. Pourquoi? Parce que lorsque vous survolez la commune, sur une distance d'à peu près de moins de 100 mètres, vous avez la zone de captage. Ensuite, vous avez la station de Cambérène. Vous avez le technopôle. Vous avez Dalifort qui est une zone humide. C'est tout simplement pour vous dire que lorsque l'on fait un traitement à ce niveau et qu'il n'y ait pas d'action harmonisée au niveau des zones environnantes ou au niveau du département de Dakar, cela pose un problème. L'administration territoriale rassure car les opérations vont se poursuivre à travers toute la capitale afin de maximiser les chances de réussite de la dite campagne. Il a été retenu que ce programme puisse être généralisé sur l'ensemble du territoire national et également telle est la volonté de Madame le ministre de la Santé. Aujourd'hui, les activités menées par le service d'hygiène national depuis 2000 a permis de réduire les cas de décès liés aux maladies hivernales de 8000 cas. On est passé à 600 cas. C'est dans ce cadre que 120 agents de relais seront formés pour sensibiliser, éduquer et former les populations dans le seul but d'avoir 0 cas de décès.
Reportage signé Kodoussen et Penambo. La question de l'écoulement et du traitement des eaux usées sera bientôt un vieux souvenir pour les populations de Richard Toll. Financé à hauteur de 2,3 milliards de francs CFA par l'Union européenne, le projet d'assainissement de la ville est très avancé pour s'enquérir de la situation des travaux. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement donc s'est rendu dans la ville, Pape Bounatiao. Un réseau d'assainissement de 24 km couvrant 4 quartiers. Le projet d'assainissement des eaux usées de Richard Toll est en pleine phase d'exécution. Les ouvrages devront profiter à près de 40 000 personnes. Le ministre en charge de l'assainissement est venu constater l'état d'avancement des travaux. La consistance de ce projet, c'est plus de 22 km de réseau de drainage au niveau de Richard Toll, 5 stations de pompage, également une station de lagunage que nous avons visitée, et beaucoup d'ouvrages en termes d'assainissement autonome, dont des édicules publics, il y en a 48, et ces édicules sont implantés dans des écoles, dans des marchés, et entre autres dans les postes de santé. Ce projet qui va se terminer au mois d'octobre 2014 suit son cours, et je suis heureux de constater que le déroulement se fait normalement, il n'y aura pas de retard. Le projet consiste à améliorer le cadre de vie des populations de Richard Toll. À terme, le projet va définitivement résoudre le problème d'écoulement des eaux usées de Richard Toll. Mais faudrait-il signaler que son efficacité reste tributaire des comportements du citoyen. L'exemple le plus patent, c'est la dame que nous avons rencontrée avec un seau d'eau usée. Elle était sur le point de déverser ça dans le circuit d'eau pluviale. Le gouvernement est en train de faire des efforts extrêmement importants. Des financements importants, à coût de centaines de milliards, sont en train d'être investis pour que nous ayons un environnement sain. Mais de grâce, ne détruisons pas cet environnement par des comportements qui ne sont pas des comportements citoyens. Tous les ouvrages seront livrés en octobre 2014. Ville industrielle où le traitement des eaux usées a toujours été une équation à multiples inconnus, Richard Toll ne s'en portera que mieux. En cette période d'hivernage, le décor est peu reluisant dans certains quartiers de Dakar. Les eaux usées ornent le décor des rues de la Médina, Fass et Gueule-Tapée. La saturation des ouvrages et la vétusté du réseau expliqueraient ce phénomène. Constat de Pape Djibril Fall et Ndeye Aïdadia. Les usagers de cette rue 1 de la Médina sont certainement habitués à ces eaux usées qui jonchent cette route. Depuis plus d'une décennie, Silman décor et partout à Gueule-Tapée, Fass et Médina, les populations sont envahies par ces flaques d'eau qui s'écoulent des fosses septiques. Ça fait maintenant plus d'un mois. Cela fait plus d'un mois, notre fosse est pleine. On a appelé le NAS qui a procédé au vidange, mais après la pluie, le problème est revenu. Le NAS nous a expliqué que le problème provenait de la centrale qui est lourde. Et depuis la Korité, on vit dans ce calvaire. En mangeant, on respire cette eau nauséabonde, sans compter les moustiques qui pullulent. Adianou Medjouf vit ici depuis une trentaine d'années. Selon elle, ouvrir cette fosse septique a été l'unique recours pour éviter que son domicile ne sombre dans ces eaux usées. À l'immeuble Diès de la Gueule-Tapée également, les habitants ont pris leurs propres mesures. Quand ils sont venus rénover la route, ils ont eu à boucher l'angle. Toute canalisation était devenue bloquée. Donc nous étions obligés d'ouvrir, de creuser pour pouvoir atteindre la canalisation et les tuyaux qui datent de 70. Pour les populations donc, cette modification récente du plan d'urbanisme a causé beaucoup de préjudices. Les dégâts des dernières pluies sont visibles dans les caves de cet immeuble et pourtant, non loin de là, des enfants s'amusent. Même si les populations ont trouvé leur propre solution en perçant cette route, le pire est à craindre. Il y a un risque réel d'éboulement sous la chaussée. Donc ça veut dire que l'eau traîne les pierres, traîne tout le sable sous la chaussée. Il se pourrait que par exemple un bus avec ses passagers passe ici. Ça risque de poser un problème. Les populations affirment avoir interpellé l'Office national de l'assainissement du Sénégal. L'ONAS évoque pour sa part quelques lenteurs liées à la procédure. Si on a un peu de retard, c'est dû parce que en fait, c'est une traversée de chaussée. Il fallait avoir une autorisation de la Géroute.
En fait, c'est ce qui a retardé un peu le travail. Parce qu'on ne peut pas venir tout de suite et casser la route pour faire le travail. Non. Cela dit, le problème de l'écoulement des fosses septiques dans ces quartiers demeure. Mais pourquoi donc? Le réseau est vétuste. Ça date de plus de 70 ans et c'est un amiantissement. Il y a le comportement des populations. Hein. C'est du tout à l'égout. Ils mettent n'importe quoi là-dedans. Alors que les égouts sont faits pour les eaux. Pour les eaux et non des matières solides. Outre la vétusté du réseau et la saturation des ouvrages, l'accroissement démographique est un facteur à l'origine de cette situation qui perdure depuis quelques années dans plusieurs quartiers de Dakar. Un important programme d'assainissement serait prévu dans les prochains mois, selon les autorités de l'ONAS. Les changements environnementaux ont de réels impacts sur les migrations au Sénégal. C'est ce qui ressort d'une étude menée par une équipe multidisciplinaire de chercheurs. L'initiative est de la section sciences humaines de l'UNESCO Breda. L'étude a fait l'objet d'un partage et d'une validation. Le rapport sera soumis aux autorités. Aboubakri Kane. L'étude lancée il y a 6 mois n'a pas été facile pour les chercheurs. Une équipe multidisciplinaire qui a voulu mesurer l'impact des changements environnementaux sur les migrations au Sénégal. Une étude qui a permis de savoir la complexité des relations entre les facteurs environnementaux et les facteurs sociaux. Les gens décident de migrer ou de rester chez eux pour une multiplicité de raisons qui tiennent à leur situation personnelle, familiale, à leurs aspirations, à leurs rêves, aux contraintes qu'ils subissent, à leur capacité de survie. Et l'environnement intervient comme un élément de ce schéma très complexe qui conduit à des comportements qui ensuite ont des conséquences sociales et humaines. Les migrations sont donc parfois imputables au changement climatique. Le phénomène touche à la vie de plusieurs couches de la société. L'objectif pour l'UNESCO est d'assurer un environnement favorable à la réalisation des droits de l'homme, car les impacts sont réels et multiples. L'érosion des côtes, par exemple, qui peut priver des personnes, littéralement, des mètres carrés sur lesquels ils vivent, ou sinon littéralement de leur lieu de vie, du moins rendre ce lieu de vie moins viable, les priver de l'accès aux ressources dont ils dépendent. Ça peut être par l'intermédiaire de la température ou de la pluie, une réduction de la productivité agricole. Le sort immédiat de cette étude, c'est d'être traduit dans un langage plus accessible aux décideurs publics et dans des versions plus succinctes, ce que nous appelons des documents, des policy briefs, et d'être transmise aux autorités sénégalaises. La production de ces connaissances devrait ainsi permettre d'éclairer les politiques publiques. L'équipe de chercheurs a également formulé des recommandations dans le sens de mieux saisir les enjeux de la relation entre l'environnement et les migrations. Démarrage à Kanité du camp chantier d'utilité publique dans cette localité située à 30 km au sud-ouest de Ziguinchor. Des jeunes s'activent bénévolement à la construction d'une digue. Ils ont reçu la visite du ministre Benoît Sambou, Bachirma. Pour se rendre à Kagid, il faut emprunter des pistes presque impraticables pendant l'hivernage. C'est ici que des jeunes ont installé leur camp. Ils vont pendant des semaines œuvrer pour le bien de la communauté, réaliser une digue d'environ 7 km. Cette digue-là est un élément de paix. Un élément de paix parce que celui qui construit une route brise des barrières, donc brise des frontières, et c'est un échange. Et qui dit échange, je crois qu'il peut y avoir dialogue, et toute personne qui accepte de dialoguer, on peut trouver un terrain d'entente. Cette digue-là que nous sommes en train de faire, elle doit jouer son rôle de lutte contre la langue salée, son rôle également de désenclavement du village de Youtou. À travers cette action, les jeunes participent à la reconstruction de la Casamance, une région prioritaire dans le programme du président de la République. Macky Sall a fait de la Casamance une priorité parce qu'il a compris que le retour de la paix en Casamance contribuera à l'émergence du Sénégal. Il a compris que au-delà de la concertation, au-delà des négociations, il faut un véritable projet de développement de la Casamance. Longtemps affecté par le conflit, Kagid retrouve la joie de vivre. Seulement les populations redoutent l'arrêt des travaux à la levée du camp de vacances. J'ai bien pris note de cet engagement que vous avez pris au nom des populations et au nom de tous les jeunes. Il faut que nous terminions cette digue. Il ne s'agit pas simplement de venir faire un effet d'annonce,
Mais je prends l'engagement avec vous et à vos côtés pour que nous puissions terminer cette digue. Loin de chez eux, les jeunes communient avec leur environnement. Ils ont un planning établi pour la durée de leur séjour, des tâches qu'ils comptent accomplir avec fierté. Ils sont presque dans chaque quartier, les daras. En cette période de vacances, ces écoles coraniques sont très fréquentées par les enfants. Les enseignants s'en réjouissent, mais souhaitent qu'il en soit ainsi durant toute l'année. Kaltoum Gueye. Leçon sur point de vacances pour ces enfants. Ils sont inscrits dans des daras où on constate un grand rush, une situation qui s'expliquerait par la trajectoire des parents. Un besoin irrépressible de spiritualité de la part des parents. Les parents, quelquefois jugeant leur propre cas, ils se rendent compte qu'ils ont négligé leur propre enseignement. Ils n'ont que les rudiments, ils le regrettent. Et chacun dit que lorsque j'aurai un enfant, je vais faire de telle sorte que ce que j'ai raté durant mon enfance, que je puisse le rattraper. Une raison qui devrait pousser les parents à prendre davantage en compte l'éducation islamique de leurs enfants. Dans ce pays, on nous dit toujours que 80 ou 95%, on est des musulmans. Si le Coran est là pour enseigner et éduquer, nous devons garder nos enfants pendant toute l'année pour les permettre d'apprendre le Coran, d'apprendre aussi l'éducation islamique. Pendant les grandes vacances ou en année scolaire, certains parents font de l'éducation coranique de leurs enfants une priorité et le résultat est globalement satisfaisant. J'ai vu que vraiment ils leur enseignent de bonnes choses, ils respectent les heures de prière, ils ne prient pas sans avoir fait leurs ablutions. Donc c'est des choses vraiment à saluer quoi. Les enfants aussi sont conscients de l'importance des enseignements qu'ils reçoivent. Chaque vacances, on vient d'ici pour apprendre le Coran, pour avoir des connaissances d'islam. Le constat est là, pendant les vacances, les daras refusent du monde. Il y en a même certains qui n'existent que durant cette période. L'apprentissage du Coran est une seule occupation pour les enfants qui sont souvent laissés à eux-mêmes le temps des vacances. Kaltoum Gueye, le rapport d'audit 2011 de l'autorité de régulation des marchés publics est sorti. 92 structures publiques ont été auditées. Les contrats par entente directe non autorisés sont dénoncés. La RMP en a également profité pour demander à des institutions comme l'Assemblée nationale et le Conseil économique, social et environnemental de se soumettre au Code des marchés publics. Alioune Badara Kane. La transparence érigée en règle. L'autorité de régulation des marchés publics se penche sur la gestion de 92 structures publiques auditées en 2011. Par ce biais, l'ARMP, la sentinelle du contribuable, veut promouvoir l'éthique et la transparence. Cet exercice est important parce qu'il permet de rendre effectifs deux principes essentiels en matière de marché public. Le premier principe est celui de transparence qui s'impose aux administrateurs de crédit dans l'attribution et l'exécution des marchés publics. Le second est le devoir de rendre compte. À la lumière de ce rapport de 2011, d'importantes structures publiques ont violé le code des marchés publics. La LONASE, l'ARTP, la Sénélec, l'OFEJBAN et la haute autorité de l'aéroport Léopold Sédar Senghor sont cités. Ces structures ont abusé des contrats par entente directe non autorisés. Autre fait notable, l'autorité de régulation des marchés publics recommande à l'Assemblée nationale et au Conseil économique, social et environnemental de se soumettre au Code des marchés publics. Quoi qu'on puisse dire, c'est que l'administration de l'Assemblée nationale ne peut pas se soustraire des procédures de passation de marché, puisque son budget quand même lui est mise à disposition par le ministère de l'économie et des finances, même si c'est l'Assemblée qui vote les lois. Il est clair qu'également le Conseil économique et social et environnemental doit, en toutes circonstances, appliquer le Code des marchés publics. Je pense que toute structure qui reçoit des deniers publics doit, en bonne règle, l'utiliser dans le respect des dispositions du Code des marchés publics. Ce travail effectué,
L'autorité de régulation des marchés publics souhaite une bonne exploitation de son rapport. L'émergence économique passe par la rationalisation des dépenses publiques. L'État du Sénégal renforce les moyens de l'agence de presse sénégalaise. Il lui a offert 4 véhicules et 25 ordinateurs d'une valeur de 100 millions de francs CFA. Un geste qui va améliorer les conditions de travail au sein de l'APS. Salienko Sissoko Fantabachi. La maison de la presse a servi de cadre pour la réception de ce lot de matériel. Il s'agit de 25 ordinateurs et de 4 véhicules offerts par l'État du Sénégal. On donne d'une valeur de 100 millions de francs CFA pour améliorer les conditions de travail des agents de l'APS. C'est le lieu de remercier le président de la République et le Premier ministre Abdoul Mbaye, le ministre de tutelle Cheikh Bamba Dièye et l'ensemble de nos partenaires pour l'appui constant qu'ils apportent à l'agence de presse sénégalaise dans cette œuvre que nous sommes chargés d'impulser, donc pour doter l'agence de presse sénégalaise de matériel de qualité dans le cadre de sa mission de service public de l'information et de la communication. Ce matériel vient à point nommé puisque l'APS fonctionnait avec un seul véhicule et des machines assez vétustes. Les agents censés donner l'information à temps réel ont désormais une réelle motivation pour travailler dans les meilleures conditions. Parce que ce matériel-là, surtout les véhicules, vont être d'un apport inestimable pour la direction centrale et on pense l'année prochaine pour les régions. Et même pour le matériel informatique, je pense que maintenant avec la fracture numérique, il ne faut pas seulement se cantonner à la capitale. Je pense que les régions aussi ont besoin d'être connectées. L'agence de presse sénégalaise s'est récemment engagée dans une politique de modernisation de sa structure. La délocalisation de ses bureaux au niveau de cette maison de la presse a été la première étape. Ses responsables comptent acquérir de nouveaux financements pour équiper ces bureaux régionaux. Et nous entamons à partir du 1er de ce dimanche, une tournée, une caravane qui va nous conduire dans la zone centre et sud-est du pays, où nous allons visiter l'ensemble des bureaux régionaux et nous allons renforcer les chefs de bureau en matériel informatique. Pour la réalisation de ce projet, l'APS peut compter sur la tutelle. Un contrat de concession est d'ailleurs annoncé entre l'agence et l'État du Sénégal. C'est pour permettre à la structure d'être autonome et d'assurer un bon fonctionnement. Le contrat est pratiquement finalisé. Il sera signé entre l'État du Sénégal et l'APS. Et sur la base de ce contrat de concession, on va signer un contrat de performance permettant à l'État de pouvoir procéder à la rémunération du service public au profit de l'APS. Premier grossiste de l'information au Sénégal, l'APS a un demi-siècle d'existence et est classée parmi les agences les plus crédibles dans l'espace francophone. La direction annonce par ailleurs la création prochaine d'une radio et d'une unité audiovisuelle, ceci pour diversifier ses supports d'information. La traditionnelle journée de diffusion des comptes extérieurs du Sénégal s'est tenue aujourd'hui. Elle a été organisée par la BCEAO. La Banque centrale a partagé pour l'occasion les résultats de la balance des paiements. L'exercice sous revue concerne l'année 2011 à Ramdao. Confectionner les comptes extérieurs pour les États de l'UMOA fait partie des mandats de la BCEAO. Prendre une journée pour les diffuser, une tradition. Cette édition est la 5e du genre. Elle permet à la BCEAO de partager avec les agences économiques et les pouvoirs publics beaucoup d'éléments, notamment sur le compte courant. Vous avez remarqué qu'on a parlé de la récurrence du déficit du compte courant qui a donné lieu même à la formation, à la constitution au niveau du ministère d'un comité chargé de voir dans quelle mesure on pourrait inverser, sinon immédiatement, mais au moins sur une période, le sens de ce solde. Plusieurs temps forts ont marqué cette journée, entre autres la présentation des résultats de l'enquête sur les fonds envoyés par les migrants. Ce n'est pas une enquête nationale, c'est une enquête qui a couvert 3 régions, Diourbel, Dakar et la région de Louga. Principalement, le but, il faut le situer, était d'améliorer un peu une perception des envois de fonds, notamment par les canaux informels. Donc, grosso modo, le principal résultat que nous avons pu obtenir, c'est qu'à peu près 10,4% des flux reçus au Sénégal par la diaspora sénégalaise passent par des canaux informels. Les journées de diffusion des comptes extérieurs retiennent toujours l'attention des autorités. Elles leur permettent de disposer d'un véritable outil d'aide à la décision. La balance des paiements en l'occurrence. Elle reflète la situation réelle d'un pays à économie ouverte, sa capacité à entretenir des relations économiques et financières ordonnées avec le reste du monde, son insertion dans les courants d'échange internationaux,
l'État et l'évolution de son besoin ou de sa capacité de financement. Les pouvoirs publics pourront en effet apprécier beaucoup d'opérations et de transactions effectuées en 2011. La balance des paiements aborde le compte des transactions courantes, le compte de capital, le compte financier ou encore les capitaux monétaires. Ce 28 août 2013, les États-Unis ont fêté les 50 ans du célèbre discours I Have a Dream du pasteur Martin Luther King. Lincoln Memorial, lieu de cette manifestation, a donc refusé du monde, comme ce fut le cas en 1963. Venu présider ce devoir de mémoire, Barack Obama a annoncé que le rêve de Martin Luther King était éternel. 28 août 1963, 28 août 2013, exactement 50 ans plus tard, l'Amérique a célébré cette date anniversaire en grande pompe sur les marches du Lincoln Monument de la capitale, Washington. 50 ans après le rêve formulé par le pasteur Martin Luther King, la marche pour la liberté et l'emploi avait rassemblé près de 250 000 personnes. En 2013, ils sont aussi venus par dizaines de milliers sur les pas du pasteur King, la plupart des Noirs américains, pour célébrer les discours historiques sur les droits civiques, comme il y a 50 ans. Nous revenons à Washington pour dire qu'il n'est pas question de retourner en arrière. Martin Luther King fut il y a un demi-siècle la figure la plus éloquente du mouvement de lutte pour l'égalité. Il sera assassiné 5 ans plus tard, en 1968. Pourtant, le travail est loin d'être terminé. On lance au micro le fils et la fille de Martin Luther King à propos des droits des Afro-Américains. Aujourd'hui, nous allons laisser résonner la liberté partout dans cette nation. Désormais, nous allons faire résonner la liberté où que nous allions. L'apothéose de la commémoration de la marche sur Washington fut l'intervention de Barack Obama. Le premier président noir des États-Unis a estimé que le rêve de King était éternel. Nous ne ferions pas honneur à ces héros en affirmant que le travail de notre pays est terminé. La trajectoire de l'univers moral se rapproche peut-être de la justice, mais elle ne se rapproche pas toute seule. Pour conforter les acquis de ce pays, il faut de la vigilance, pas de la complaisance. 50 ans après, un Noir dirige la Maison-Blanche, mais les discriminations contre les Afro-Américains restent très répandues dans le pays. Nous en venons au sport. Afrobasket 2013, le Sénégal s'est qualifié hier en demi-finale aux dépens du Nigeria avec un point d'écart. Le score final 64-63 en faveur des Lions. Une partie pleine de rebondissements et riche d'enseignements à ce propos. Voici les réactions du coach et du capitaine des Lions, Malaindo, au micro de notre envoyé spécial, Elhadji Thierno Dramé. Il y a trop d'émotions en ce moment, donc pour parler du match, on savait que ça allait être pratiquement le match le plus difficile qu'on ait à jouer. On avait en face une équipe du Nigeria qui jusqu'à présent n'avait pas perdu de match et qui, je pense, gagnait ces matchs de plus de 20 points d'écart. Donc, mais bon, nous savions qu'on était des outsiders. Au début du match, ils ont montré qu'ils étaient l'équipe qui était supposée gagner. Par la suite, on a montré beaucoup de hargne et de combativité. Et avec notre socle, on les a beaucoup gênés, ce qui nous a permis de revenir tout doucement dans le match et d'imposer notre tempo. Et je pense qu'on s'est battu. C'était un match de combat. On s'est battu contre leurs big men à l'intérieur. C'était pas facile. On a vu qu'on a eu 2 ou 3 joueurs qui ont eu 5 fautes. Mais il fallait rien lâcher et c'est ce qu'on a fait jusqu'au bout. C'était un défi énorme pour nous de jouer le Nigeria. On n'était pas parti favori du tout. On était comment on appelle, les outsiders. Je pense qu'on connaissait le jeu du Nigeria dans la mesure où le Nigeria, dans les 4 derniers matchs, il a mis 91 points en moyenne. Et il dominait le parquet, surtout au niveau de la zone réservée où ces joueurs, ils ont mis les big men 53 points dans la raquette en moyenne. Donc ça veut dire que, ce qui a prouvé quand même que le premier quart-temps et le deuxième quart-temps, on a été carrément dominé. Vous avez vu 12-6 et 25-6, ce qui a fait quand même qu'on a gardé cette zone-là parce qu'on n'a jamais joué. Et on s'est dit dans les vestiaires avant d'y aller, si on nous posait problème à l'intérieur, préparez-vous à jouer la zone jusqu'au bout.
C'est ce qu'on a fait et on avait des difficultés sur la première ligne. On a réajusté pour empêcher la balle d'aller à l'intérieur et de prendre des tirs à 3 points. Je pense que c'est ce qu'on a fait aujourd'hui pour éviter que le pivot fasse leur bon jeu. Et ensuite, les pivots sénégalais ont fait des sacrifices énormes et ils ont pris des fautes, beaucoup de fautes. Mais c'est ce qu'il fallait faire et ne pas rester sur le terrain pour faire plaisir aux autres. Il fallait se tuer, prendre des fautes et sortir. Je pense que c'est ce qu'on a fait et vraiment je les félicite. Voilà, Égypte-Sénégal, la première demi-finale de l'Afrobasket masculin se joue ce vendredi à 16h et à 18h30, le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, fera face à l'Angola. Parlons maintenant également football, préparatif de la Coupe du Sénégal. Les deux camps sonnent la mobilisation ce samedi. Le Jaraaf de Dakar ira à la conquête du 3e trophée de cette épreuve face au Casa Sport. Pour le moment, les supporters s'activent pour pousser leur équipe à la victoire finale. Mansour Sow. Face aux journalistes, dirigeants et supporters du Jaraaf sont revenus sur les préparatifs de la finale de la Coupe du Sénégal. L'heure est à la mobilisation des ressources financières et humaines. Le Jaraaf donc est à la recherche de 40 millions de francs pour gagner cette finale le 31 août 2013 et le Jaraaf compte sur ses supporters d'abord, sur les sponsors, sur les autorités, sur les institutions, sur Dakar. Même son de cloche du côté du Casa Sport, les dirigeants du club sonnent la mobilisation. Ils comptent sur l'appui et de bonne volonté pour réussir ce pari. Nous avions fait un premier budget de 17 500 000 qui est maintenant très largement dépassé, sans compter la mobilisation des supporters qui va grandissante. Nous avons des appels de toutes les régions qui vont vers le comité, les responsabilités du comité Ali Casa. Les gens sont en train de se préparer. Ali Casa qui regroupe l'ensemble de nos supporters avait déjà contacté certains partenaires qui étaient assez motivés pour nous accompagner. Maintenant, ça traîne un peu, donc les besoins sont là, ils existent et nous sommes ouverts à tout le monde. Après son sacre en finale de la Coupe de la Ligue, le Casa Sport va à l'assaut du Jaraaf de Dakar. Les dés sont jetés. Qui du Jaraaf ou du Casa Sport va remporter la prestigieuse Coupe du Sénégal? Réponse ce 31 août 2013 au stade Demba Diop. Autour du concours du meilleur jeune footballeur, l'initiative est du département de base de la direction technique nationale. Les 3 premiers du critérium vont défiler le jour de la finale de la Coupe du Sénégal. Pour être meilleur jeune footballeur de l'année 2013, il faut avoir 300 points sur la dizaine d'épreuves. Les épreuves finales vont avoir lieu vendredi au CNEPS de Thiès. Ils seront 14 candidats pour ce titre de meilleur jeune footballeur. À ce propos, voici le directeur technique national de football, Mayacine Mar, au micro de Dahaba. C'est un critérium qu'on a mis en place et qui a été déjà donc fait au niveau de chaque département d'abord. Et ensuite, il y a eu un champion départemental. Ensuite, les champions départementaux sont réunis au niveau de la région pour désigner le champion régional. Et là, maintenant, les 14 champions régionaux vont arriver à Thiès donc, le vendredi pour la phase nationale. Et là, on va désigner donc le meilleur champion, le champion, et naturellement la 2e et 3e place. Alors, donc, le jour de la finale, le 31, donc, ils seront là, ils vont défiler, ils vont faire quelques démonstrations sur le terrain. Et nous allons effectivement les primer tous, quoi. Voilà, c'est vrai qu'après le concours, nous allons évaluer. Et l'année prochaine, je pense que ce sera beaucoup mieux structuré parce que bon, le critérium sera envoyé au niveau de chaque école de football, n'est-ce pas, qui va prendre le soin de se préparer. Et je pense qu'on va arriver effectivement à déceler naturellement de jeunes talents, donc pratiquement embrassant beaucoup plus de jeunes au niveau donc, du Sénégal. Parlons pour terminer de la finale de l'édition 2013 de la Coupe du maire de Dakar Plateau qui a eu lieu ce dimanche au stade Iba Mar Diop, remporté par l'ASC Khandalou devant la sélection des Guinéens du Plateau habitués à ce tournoi 2-0. C'est un reportage de Tanda Khandiaï. Et ce sont les cadets de Sanyal du Plateau qui remportent en levée de rideau la finale des petites catégories au tir au but devant l'équipe de Khandalou. Une ambiance bon enfant dans les gradins en présence des autorités de l'ambassade de Guinée, mais aussi autorités locales et administratives.
Place à la finale senior, la sélection des Guinéens du plateau face à l'équipe de Khandalou. Le folklore guinéen était là et ce sont les rouges de Khandalou qui se sont montrés les plus incisifs en secouant à 2 reprises les filets devant une très bonne équipe guinéenne. Très belle finale, je dirais même 2 parce qu'il y a eu d'abord la finale des cadets et là la finale des seniors et on a eu une très belle fête de la jeunesse dans le fair play, dans la joie, dans la concorde. Et c'est ce que nous aimons voir avec nos jeunes notamment et c'est ce que nous conseillons pour les navétanes qui démarrent. Vraiment que ça soit à chaque fois l'occasion d'avoir une belle fête pour la jeunesse et peut-être un clin d'œil envoyé à la zone. C'est une équipe qui a une sanction. S'ils pouvaient revoir cela pour réintégrer cette équipe dans le championnat, ce serait bien parce que c'est une équipe qui mobilise. Nous sommes d'autant plus heureux que nous sommes venus représenter le Grand Serigne de Dakar, le chef supérieur de la collectivité Rebou, un grand sportif connu de tout le monde, qui a non seulement participé activement dans sa vie sur le terrain, mais qui a eu à présider un peu les destinées du sport au niveau du Sénégal. La République guinéenne a été virulente, mais Khandalou était bien en place et il faut dire que le fair play a prévalu. Côté guinéen, on est très ravis de cette finale. Chaque tournoi, les Guinéens participent. Mais cette fois-ci, on a joué la finale. Nous le remercions. On félicite aussi l'équipe de Khandalou. L'équipe de Khandalou a montré que c'est une équipe de coupe. Bon, la sélection guinéenne, bien sûr, n'a pas démérité. Le rendez-vous est pris pour jeudi prochain à l'occasion de la grande cérémonie réservée aux équipes du plateau. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également de votre fidélité. Au revoir.